Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est en live aujourd'hui avec Véronique Diong. Merci d'être ici. Salut, bonjour à tous. Alors, tu es relativement connu au sein de la communauté SEO francophone, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu? Alors, pour me présenter rapidement, j'ai fait en fait un Master 2 en ingénierie linguistique. Pour ceux qui me connaissent, qui suivent mon blog, ils ont dû déjà voir cette information. Et sinon, souvent on me demande comment cela se fait que je me suis intéressée au SEO. Juste avant de faire ce Master 2 en fait, en ingénierie linguistique, j'ai fait un Master 1 en conception de documentation multilingue multimédia. Et c'est lors d'un stage entre le Master 1 et le Master 2 que je suis tombée dans la marmite du SEO, comme on dit, parce que j'ai découvert tout ce qui est rédaction web, tout ce qui est recherche de mots-clés, constitution de corpus de mots-clés. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai développé ma passion par rapport au SEO jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, je vais te poser une question. Alors, pourquoi le SEO? Comment tu t'es lancé dans ce domaine d'activité? Alors, très concrètement, pour moi, le SEO, c'est une branche de l'ingénierie linguistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ingénierie linguistique, ce qu'on a appris, c'est tout ce qui est lié au TF-IDF, tout ce qui est lié aux mesures de statistiques textuelles. Et le jour où j'ai commencé dans mon stage à faire tout ce qui est lié à la rédaction web, j'ai tout de suite vu une corrélation entre le SEO et l'ingénierie linguistique. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment le métier que je veux faire et que je dois faire parce que ça correspond tout à fait à mes passions quelque part, entre les langues, le côté technologique, informatique. Et c'est vraiment comme ça que c'est venu pour le SEO sur Google. Et souvent, on m'identifie comme la spécialiste du SEO sur Baidu. C'est parce que, vu mes origines, je suis moitié cambodgienne, moitié chinoise, et je parle chinois. Et c'est pourquoi aussi je me suis intéressée à Baidu et je me suis spécialisée sur le moteur de recherche chinois au fur et à mesure. D'accord, Véronique. Apparemment, on a un petit peu des problèmes de son au niveau du bruit de fond. Est-ce que tu pourrais redemander à tes collègues, s'il te plaît, s'il n'y a pas peut-être moyen de… Exactement. Dans le chat, personne. D'accord, mince. Okay. Est-ce que tu peux le redemander? Excusez-moi. Merci à tous, en tout cas, de votre feedback dans le chat. Je pense que normalement, c'est bon. Nous le dire, etc. Oui. C'est bon? Merci. Oui. Alors, donc, en environ 5-6 ans, tu as réussi à t'imposer dans le milieu du SEO français, mais également en Asie. Tu es l'une des stars montantes du SEO. Explique-nous cette fulgurante ascension. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je vous avoue que je n'aurais jamais pensé arriver à ce point aujourd'hui en devenant présidente du SEO Camp, en étant directrice de ma propre agence. Je pense que tout ça est lié à la passion. Vraiment, quand on est passionné par quelque chose, on peut vraiment arriver à tout. Et parfois, je me dis, j'en suis peut-être une preuve vivante. Je suis vraiment partie de rien, comme je le disais dans un de mes articles sur mon blog Autoveille. Et c'était en 2013, j'allais dire un beau jour, j'ai commencé à rédiger des articles sur mon blog sur d'abord l'ingénierie linguistique, puis tout ce qui est lié un peu à l'automatisation de la veille, l'automatisation de crawler. Et peu à peu, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas du SEO sur mon propre blog pour le faire connaître mes outils, pour faire connaître mes pensées, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis intéressée aussi au camp, à d'autres associations et d'autres événements comme le SMX, etc. Et c'est comme ça que je suis même devenue, j'allais dire, auteur d'un livre sur le SEO en Chine, sur Baidu. D'accord, merci. Donc, alors juste j'ai encore quelques messages dans le chat. Oui, vous allez entendre les collègues de Véronique parce qu'on a eu des difficultés à avoir un bon réseau. Là, c'est la meilleure place pour le réseau. Donc, malheureusement, on devra faire avec. Mais bon, on va essayer de parler fort et on va essayer que tout soit clair, etc. Oui, dites-moi. Pardon? Dites-moi si jamais c'est pas clair ou… Ouais, essaie de peut-être parler un petit peu plus fort aussi, ça peut peut-être jouer un petit peu. Donc, okay. Actuellement, tu es gérante, directrice des opérations chez Rankwell, rédactrice de contenu sur ton blog Autoveille, formatrice SEO à l'INALCO, donc l'Institut des langues,
et présidente du SEO Camp. Comment gères-tu tes journées? Ça peut paraître beaucoup, effectivement, mais c'est vraiment une question d'organisation. Et en fait, personnellement, je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureuse, c'est-à-dire que chaque chose en son temps. Par exemple, quand je suis en train de gérer mon agence, Rankwell, je me concentre uniquement sur Rankwell, mes clients, les prospects, etc. Et quand, souvent, c'est le soir que je gère mes activités SEO Camp, répondre aux mails, etc. Ça me prend aussi environ, je dirais, 1 heure à 2 heures par jour maximum. Et pour tout ce qui est en fait rédaction de contenu sur mes blogs, c'est uniquement le week-end. Je fais ça les samedis matins et dimanches matin. Et sinon, pour tout ce qui est formation à l'Institut des langues, je ne le fais que en fait temporairement. C'est par semestre. Du coup, par exemple, en ce moment, je ne suis pas à l'Institut des langues en train d'enseigner. Donc, c'est plus facile pour moi et plus flexible de m'organiser comme ça. Alors, tu es experte en SEO sur Baidu. Pour notre audience, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces importantes pour améliorer son référencement sur Baidu? Alors, sur Baidu, il faut savoir que les critères sont totalement différents, enfin totalement, mais très différents de Google, parce qu'en fait, ce sont les critères liés aux réseaux sociaux qui vont être pris en compte, et non pas forcément ce qu'on a on-site ou ce qui est lié forcément aux backlinks. C'est-à-dire, vous devez avoir un compte Weibo, parce que le nombre d'abonnés sur Weibo est très important et compte dans en fait les signaux liés au référencement naturel chinois. Et également tout ce qui est, j'allais dire, partage des utilisateurs de vos pages sur le site, sur par exemple WeChat, Weibo, QQ, etc. Ça compte énormément. Et tout ce qui est Baidu Avis, c'est un peu comme les Google Avis. Plus vous en avez, plus cela veut dire que votre marque est importante, suscite de l'intérêt auprès des internautes. Donc, ce sont vraiment 3 astuces et qui font partie des top 3 des critères de SEO pour Baidu. Après, bien sûr, le on-site, backlinks compte pour Baidu, mais c'est vraiment la différence par rapport à Google, je trouve. Écoute, je te remercie. J'espère que ça a aidé quelques-uns peut-être à comprendre un petit peu. Donc, alors, est-ce que tu peux nous citer les outils que tu utilises ou bien que tu conseilles à tes clients pour élaborer une campagne SEO? Alors, j'ai quelques outils préférés. J'utilise beaucoup en fait SEMrush déjà, bien sûr, pour tout ce qui est suivi de positionnement et évolution des tendances des mots-clés de mes clients. J'utilise bien évidemment Ahref parce que c'est un outil que je trouve très très pratique. Après, en termes de crawler, Screaming Frog, OnCrawl et Botify. J'utilise surtout ces 5 outils dans mon quotidien en tant que SEO parce que je les trouve pratiques, ils donnent des bonnes données fiables et surtout ils me permettent vraiment de faire des audits complets et ça c'est hyper important. D'accord. Alors le référencement naturel est en constante évolution. Par quel moyen tu te tiens au courant de l'actualité des dernières informations? J'allais dire tout simplement avec de la veille. C'est un peu ma spécialité première. Je faisais et je fais toujours quand même beaucoup de veille sur le domaine du SEO parce que ça évolue tellement vite. Et pour cela, j'utilise par exemple Google Alert, TalkWalker, mais également mon outil fait maison AutoVeille que j'utilise maintenant. J'allais dire plus comme un website watcher, c'est-à-dire un outil qui va me dire ah oui, là cette source de données a changé, va voir est-ce que c'est une nouvelle information importante, etc. Et c'est à moi quand même en tant qu'humaine de trier derrière les informations. D'accord, merci pour ta réponse. Alors maintenant, on va arriver au terme de notre… on va arriver à l'apogée, on va arriver au point de notre interview. Quelles sont selon toi les tendances pour le SEO en 2018? Sur quoi concentrer sa stratégie SEO pour 2018? Alors concrètement, sur 2018, pour moi, il y a quelques éléments très importants à prendre en compte. Déjà, le mobile, avec l'annonce de l'arrivée de Mobile Index First, ce jeu, l'AMP, ce type de projet. Également, pour moi, ce qui est important, c'est le vidéo marketing.
que ce soit pour Google ou Baidu. L'optimisation de contenu, bien sûr, la voice search, et tout ce qui est link building, etc. Ça reste un peu pour moi des indispensables à optimiser tout le temps, en fait. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur tout ce qui est lié au vidéo marketing, parce que comme ça va être de plus en plus mobile, les gens n'ont pas forcément envie de lire des articles hyper longs, de 1200 mots au moins sur mobile. Donc, il faut penser à une alternative, par exemple, nourrir aussi les contenus de son site avec des vidéos. Ça, c'est très important, que ce soit pour Google ou pour Baidu, je dirais. C'est vrai que moi aussi, je pense également, tu as raison pour ces points-là. C'est vrai que le vidéo marketing, c'est vraiment c'est tendance, C'est vraiment une vraiment révolution. tendance, oui. Une révolution. Donc, comme tu as évoqué le vidéo marketing, j'ai quelques questions sur le vidéo marketing. Alors, c'est vrai que comme je viens de te le dire, le content vidéo est en plein essor, plus de 1 milliard d'utilisateurs sur YouTube. Mais comment se démarquer de toutes ces vidéos, en fait? Effectivement, c'est une question assez difficile à répondre, mais je pense que finalement, c'est toujours l'originalité et l'innovation qui fait qu'une marque ou une personne peut se démarquer. Par exemple, si je prends mon cas perso, ce qui me permet de me démarquer un peu des autres SEO, c'est le fait que je sois spécialisée sur Baidu, que je parle cantonais, que je fais des formations en chinois aussi sur le SEO, sur ma chaîne. Ça me permet d'avoir une autre audience, un peu différente de celle qu'un SEO, j'allais dire, purement francophone aurait. Et je dirais l'ensemble des YouTubeurs. D'abord de penser un peu qu'est-ce que moi je peux apporter à la communauté, qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres. Et c'est pareil pour une marque, je dirais. D'accord. C'est vrai qu'aussi, on se pose beaucoup de questions. Quel type de contenu vidéo faut-il créer? Y a-t-il des règles à respecter? Comment optimiser une vidéo? Existe-t-il des outils? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous répondre à toutes ces questions? C'est vrai qu'on porte beaucoup d'interrogations. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de règles tout à fait définies, mais je pense qu'une vidéo ne doit pas être trop longue. Doit être surtout informative et éducative quelque part. J'allais dire pourquoi est-ce que les tutoriels ont autant de succès, surtout ce qu'on voit avec les youtubeurs beauté, etc. C'est parce que les filles, elles vont être là à donner des conseils, à donner leur avis, et je pense que tout ce qui est orienté un peu informatif, éducatif, a toujours son succès derrière, parce que les gens demandent de l'information, justement. Les gens sont là pour trouver des conseils, pour évoluer, pour s'améliorer. Et si on va dans cette direction, normalement, on peut toucher une cible assez intéressante. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment un format défini, mais quelque chose de pas trop long, que ce soit pour YouTube, Youku ou d'autres, j'allais dire, réseaux sociaux vidéo. Ça devrait être OK. Après, pour optimiser les vidéos, pour moi, YouTube, comme Youku, à chaque fois qu'on crée une vidéo, c'est pour moi une page web. Et du coup, il faut optimiser le title, la métadescription, qui sont finalement le titre et la description de la vidéo. Donc, très important de penser à mettre des mots-clés à ces endroits, voir des questions, vu que maintenant, j'adore les moteurs de recherche, commencent à donner des moteurs de réponse. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Mais ouais, également, moi, j'ai eu une petite expérience en mettant vraiment aussi des tags sur les vidéos. Oui, et les tags. Je pense que c'est important. Mais est-ce que tu as des outils peut-être à nous conseiller sur ça? Des outils spécifiques sur les vidéos, j'avoue que non, pas forcément. J'utilise vraiment YouTube et YouTube Analytics pour être sûr que ce que j'optimise est OK, et tout ce qui est Keyword Planner, Keyword Tool pour les mots-clés. D'accord. Alors, moi, j'aimerais juste dire à l'audience que pour les questions, malheureusement, vu que c'est une interview aujourd'hui, donc je ne pourrais pas soumettre vos questions à Véronique. À la fin du webinaire, je mettrai en lien, donc dans la description, les contacts pour contacter Véronique. Vous pourrez lui envoyer, par exemple, des emails, etc., ou la contacter sur les réseaux sociaux avec vos questions. Oui. Alors, également, on avait parlé des tendances. Tu as parlé des tendances, de l'optimisation du contenu. Alors, d'après notre étude sur les ranking factors, un contenu plus long
est plus souvent présent dans le top résultats Google. Donc, faudra-t-il continuer à privilégier ce genre de contenu en 2018? Ah, mais clairement. J'allais dire un contenu maintenant qui fait moins de... Enfin, c'est prouvé par des outils comme Google, Botify, etc. Qu'un contenu qui fait moins de 1200 mots, plutôt une page, pas un contenu, pardon, une page qui a moins de 1200 mots est moins crawlée qu'une page, enfin, est plus crawlée qu'une page qui a, par exemple, 500 mots. Donc, plus vous avez de contenu sur une page, plus vous avez de chances que Google vienne visiter cette dernière et donc de l'indexer, puis de la classer par la suite sur des mots-clés sur lesquels vous visez. Donc, clairement, en 2018, il faut se concentrer sur les contenus et les rédiger le plus long possible. D'accord. Bah, ce sera pour nos amis du content marketing. Donc voilà. Exactement. Donc, oui. on le savait un peu, on le savait, mais bon, on sait que c'est une tendance qui sera vraiment, on va dire, importante pour 2018, donc on en parle. Également, à ton avis, est-il mieux de créer du contenu viral sans optimisation SEO ou créer un article de qualité moyenne avec un bon référencement? Alors, je dirais que il n'y a pas vraiment une réponse également, mais c'est plutôt, ça dépend. Par exemple, pour mes clients, ce que je leur recommande, c'est toujours de créer des contenus froids, c'est-à-dire des articles optimisés pour du référencement, etc., sur telle ou telle thématique précise qui n'évolue pas trop, c'est pas de l'actualité. Mais également sur leur blog, leur rubrique actualité, de créer des contenus chauds sur des tendances actuelles, sur par exemple la saisonnalité, etc., afin aussi d'être visible et de générer du trafic de qualité voilà, tout au long de l'année. Là, on arrive à Noël, ensuite on aura le printemps, l'été, l'automne, et tous les ans, c'est un peu pareil. Donc, à la fois contenu froid pour créer des landing pages optimisés sur des mots-clés long terme, mais aussi des contenus à chaud pour répondre à des tendances actuelles de saisonnalité. Donc, je dirais qu'il faut faire les deux, en fait. D'accord, faut diversifier, faut varier ses contenus, en fait. Exactement, exactement. Varier et s'adapter aux tendances. D'accord. Maintenant, on va passer à une autre tendance 2018, qui est la voice search, donc la recherche vocale. Alors, la recherche vocale devient-elle de plus en plus importante pour le référencement naturel? Bah, clairement, avec les outils, enfin les outils, des enceintes qui sont arrivées chez Google comme chez Alibaba, Google Home et Amazon Echo, et en Chine, on a maintenant des enceintes similaires aussi qui ressemblent beaucoup à Google Home. Ça devient indispensable, je dirais. Il faudrait se plier un peu à cette tendance enceinte où on va parler à une assistance vocale et également, j'allais dire, sur smartphone avec OK Google. Je vois que ça devient une tendance aussi assez importante. Donc, clairement, oui, pour moi, la voice search fait partie du référencement naturel. Il faut vraiment y songer. Ouais, très bien. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé. C'est vrai que ça devient même. Olivier Andrieux, il a fait une conférence par rapport à ça. C'était aussi au camp. C'est ça, exactement, aussi au camp à Metz, oui. C'est ça. Et moi, je voulais savoir, moi, quelle conséquence ça a sur le SEO? Alors, la conséquence, je pense que justement, on doit repenser un petit peu notre façon de faire le SEO. Parce qu'actuellement, on est très mots-clés, très keyword planner, on prend les mots-clés, on les met dans le title, méta description, etc. Certes, c'est bien de faire comme ça, mais je pense que les personnes, à l'avenir, vont poser des questions en fait à leur smartphone ou à leurs enceintes. Et ça sera des questions, ça sera assez long. Et peut-être repenser les titles de cette manière. Que ce soit des questions ou des réponses à des questions. Et typiquement, le feature snippet, par exemple, sur Google, c'est une tendance qui est de plus en plus prononcée. Et j'ai l'impression que ce sont les réponses à des questions. Et quelle optimisation, donc SEO pour la recherche vocale? Tu l'as dit, mais peut-être tu peux nous en dire plus? Optimisation SEO pour la recherche vocale, c'est tout ce qui est, je dirais, lié au contenu finalement. Au contenu. Parce que finalement, pourquoi la recherche vocale? C'est parce que les personnes ont posé des questions ou cherché des informations directement via la voice search. Et l'idée est qu'ils tombent sur un article qui réponde à leurs questions.
Et donc, dans l'article, il faut à la fois remettre la question, en quelque sorte, et répondre à cette dernière. C'est très important. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut craindre ces types d'appareils, comme on a cité tout à l'heure, Google Home, Amazon Echo, pour sa vie privée? Moi, personnellement, je pense pas qu'on ait à craindre, parce que ça restera un appareil comme un autre. On a eu les PC, on a eu les smartphones, maintenant il y a cette nouveauté qui arrive, les enceintes. Personnellement, je ne vois pas de crainte à avoir, en fait. D'accord, parce que moi j'avais entendu, j'avais lu, je ne sais pas si c'est peut-être véridique, peut-être une fausse information, mais que les enceintes en fait enregistraient J'ai entendu ça aussi. la J'ai entendu conversation, ça. donc ça enregistrait la conversation au long de tout le temps en fait, et qu'on pourrait demander à Google Home par exemple de nous citer par exemple à une date et une heure, est-ce que c'était dit à ce temps-là quoi en fait. Donc ça veut dire que cet appareil pourrait être peut-être sous écoute, etc. Je sais pas. Peut-être, mais je vous avoue que comme j'ai pas testé et puis c'est tout nouveau, j'ose pas donner de jugement D'accord. véridique Bon, comme ça. Mais je pense pas que ça soit d'accord. Bah, si dérangeant. faudra peut-être attendre les prochains mois pour en savoir plus sur cet Exactement. appareil. Je pense que c'est un peu prématuré pour le moment pour juger en fait. Alors maintenant, on va parler un petit peu mobile, Oui. index Mobile First, AMP, etc. Mhm. Tu as affirmé dans l'un de tes articles en Chine que les volumes de mots-clés de recherche sur mobile explosent par rapport à ceux qui proviennent des PC. Tu peux nous expliquer pourquoi ce n'est pas encore le cas en France, en Europe et même aux États-Unis? Alors, c'est vrai que maintenant, sur le le Keyword Tool de Baidu, il n'y a plus du tout les volumes PC. On ne voit que les volumes mobiles parce qu'en fait, en Chine, par rapport aux usages, on n'utilise que des smartphones. Il n'y a plus de PC. J'allais dire, pour un même mot-clé, sur mobile, on a 1000 recherches par jour. Et sur PC, on doit avoir 5 recherches par jour. Pour un même mot-clé donné, en moyenne, c'est ce que j'ai observé. Et pourquoi en Europe, aux États-Unis, c'est pas encore le cas en Occident finalement? Je pense tout simplement que on n'a pas encore les mêmes habitudes. Quelque part, au travail, en Occident, on est toujours sur PC. Alors qu'en Chine, par exemple, pour communiquer avec des clients, etc., les personnes utilisent leur smartphone. Ils vont sur WeChat, ils vont envoyer en fait des fichiers, des données, des contrats même via WeChat. Ils n'utilisent plus du tout le mobile, pardon, ils n'utilisent plus du tout le PC pour faire leurs transactions. Et même pour les ventes, les commandes, etc., tout se passe sur mobile. Et je pense qu'on n'a pas encore développé ce type d'usage et d'habitude en Occident, mais cela progresse. Je vois qu'en Europe, aux États-Unis, on a de plus en plus de personnes qui sont sur mobile. Et donc, je pense que Google, j'espère en tout cas, pourrait très bientôt inclure aussi des volumes de recherche mobile. Ça pourrait vraiment être intéressant. D'accord, merci pour ta réponse. Est-ce que tu pourrais demander également à tes collègues de faire un peu moins de bruit? D'accord. En tout cas, dans le chat, je sais qu'il y a beaucoup de messages par rapport à ça. Mais on a été contraint je suis vraiment désolée. On a été contraint parce que dans la salle de réunion de Véronique, il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi, de Wi-Fi. Mais bon, là, tout va bien, ça va. D'accord. Alors, que faire pour être considéré comme index mobile first? Que se passe-t-il? Alors, récemment, Google a donné une conférence sur tout ce qui est Index Mobile First, AMP, etc. Et clairement, en fait, pour être indexé sur mobile, enfin, que la version mobile soit indexée en premier, il faut avoir un site AMP et responsive, etc. Pour que Google puisse détecter la version mobile en premier et bien l'indexer dans son index mobile qui va arriver en 2018. Et j'allais dire, ce que Google a dit pendant la conférence, c'est que si jamais
on crée des pages AMP juste pour faire des teasers, pour faire des landing pages, afin que l'internaute aille en fait au final sur la version classique, sur PC, bah là, ça pourrait ne pas le faire en fait. Google voudrait que la version AMP, la version mobile, soit un site véritable et qui répond, et qui ait en fait la même qualité d'information et de contenu que la version classique. Donc, ne pas créer la version AMP juste pour faire une version teaser, pour attirer les internautes sur son site classique. C'est pas du tout le but. Et Google a vraiment insisté sur ça. Et je dirais que ça peut être pénalisant. Une autre question, à savoir quels sont les points indispensables. Alors, les points indispensables, je dirais que le responsive design, parce que en fait, c'est toujours lors de la conférence avec Google, on a posé des questions aux conférenciers pour savoir qu'est-ce qu'il faut préférer, est-ce qu'il faut faire une version mobile m.site.com ou avoir la version responsive design ou encore des apps, etc. Et Google a clairement dit qu'il préfère la version responsive. Donc, pour les sites, les marques qui ont des versions mobiles différentes, peut-être repenser à ça, parce que Google privilégie vraiment, je pense, les versions responsives. Ensuite, pour tout ce qui est présence de recherche mobile, je dirais également en termes de contenu, de title, métadescription, de s'adapter un petit peu, parce que sur mobile, l'écran est plus petit. Et du coup, en termes de title, métadescription, faire moins long aussi. Par exemple, sur PC, on a 58 caractères, espace compris, je pense, pour le title. Et maintenant, pour la métadescription, ça a évolué. On est à 230 caractères, espace compris. Peut-être faire un petit peu moins long pour ces deux types de méta-tags pour les versions mobiles, afin de bien ressortir sur les résultats mobiles de Google sans être tronqué ou quoi que ce soit. D'accord. Merci pour tes réponses, en tout cas. Alors, j'ai une autre question. À partir de février 2018, il sera obligatoire d'afficher le même contenu sur une page web classique et sa version AMP. C'est ça, ouais. Peine de non prise en compte de cette dernière par Google. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, clairement. C'est de toute façon ce que Google a affirmé pendant la conférence du 1er décembre 2018 à Paris, que si jamais les contenus étaient différents, et que, par exemple, la version MP était juste là pour attirer les internautes sur la version classique, cela pourrait avoir des répercussions assez négatives sur la version AMP. Il se peut, par exemple, que le petit éclair, l'icône AMP disparaisse ou Google va carrément mettre en avant le fait que le site AMP n'est pas AMP friendly, enfin ne respecte pas certaines règles. Et ça peut voilà, avoir un impact négatif sur l'image de la marque et c'est dommage. Donc clairement, il faut présenter le même contenu et penser à mettre les canonical sur les versions AMP pour éviter tout ce qui est duplicate content. D'accord, merci. Alors, moi, je vais juste te poser deux petites questions sur les réseaux sociaux. Je sais, donc, moi, je pense que également, c'est une trend 2018, donc des tendances 2018 Oui. très importantes pour le SEO. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont un facteur important pour le SEO et pourquoi? Alors, je dirais que les réseaux sociaux n'ont pas un impact direct, en tout cas pour Google, sur le SEO. Mais c'est sûr que si on a beaucoup de likes sur Facebook, de retweets sur Twitter, ou encore voilà, de commentaires, etc., sur LinkedIn, etc., ça peut vraiment avoir un impact positif en termes d'e-réputation, je dirais, pour la marque. Parce que justement, on va remarquer que les gens parlent de cette marque, interagissent avec elle, etc. Donc, certes, ça a en tout cas de l'influence sur la visibilité et l'e-réputation de la marque, mais en termes de SEO direct pour Google, je ne suis pas sûre. Comme je vous disais tout au début de cette interview, par contre, pour Baidu, les réseaux sociaux a vraiment un impact sur le SEO. Plus vous avez de likes, plus vous avez d'avis, plus vous avez d'interactions sur Weibo, WeChat, etc., plus vous allez avoir en fait des impacts positifs sur votre SEO Baidu.
Donc je dirais oui, il y a bien sûr un impact si vous faites beaucoup d'activités sur vos réseaux sociaux, sur le SEO. Donc, côté Google, on ne sait pas trop. Côté Baidu, carrément. C'est confirmé, oui, carrément. D'accord. Faut-il créer un compte social en fonction des différents pays où notre société est implémentée pour la zone d'activité, par exemple? Bah, je dirais que ça dépend, dans le sens où, par exemple, moi je peux parler dans le cas de la Chine, si vous y allez sur le marché chinois, bien sûr que vous devez créer des comptes sur Weibo, WeChat, QQ, etc. Par exemple, pour Naver, j'allais dire, Naver, c'est le moteur de recherche coréen. C'est également tout à fait différent. Là-bas, on utilise KakaoTalk. C'est, je dirais, la version coréenne de WeChat, mais qui a moins de fonctionnalités. C'est plutôt une app pour discuter, etc. Et également Café Naver, hyper connu, ce sont les blogs de Naver en fait. Et une fois qu'on est sur Café Naver, on a plus de chances de bien se classer dans Naver. Et pour Yandex, je pense que les usages sont également assez similaires. On a VKontakte, qui est un peu l'équivalent de Facebook. Donc pareil, il faudrait être dessus pour avoir de la visibilité. En fait, adapter un peu sa stratégie sur Facebook, Twitter, etc. aux marchés locaux, sur Yandex, sur Baidu, etc. Clairement, c'est ça que je recommande pour l'international. C'est cette stratégie, donc, ok. C'est ça, exactement. Alors, on va passer donc à la dernière tendance de cette interview, donc tout ce qui est link building. Yes. Alors, quels sont tes conseils pour faire du netlinking à la meilleure façon qui soit? Comment trouver des liens, etc. Alors, j'ai plusieurs en fait conseils par rapport à ça. En fait, dans ma stratégie, je définis deux types de liens. Tout ce qui est lien de notoriété, par exemple, avoir des mentions sur des médias référents comme Le Figaro, Marie-Claire, des grands magazines, mais également avoir en fait ce que j'appelle aussi des liens techniques. C'est-à-dire que je vais utiliser des plateformes comme Rocket Links, etc., pour trouver des liens externes grâce à des blogueurs référents, etc. Et pour Baidu, en fait, j'utilise aussi une autre technique, je dirais un peu moins white hat, c'est tout ce qui est en fait construction de PBN. Mais après, voilà, on peut bien les faire pour que ça soit, bien sûr, qualitatif en fait. Créer des mini-sites d'information sur des domaines qu'on va racheter, etc., pour faire des liens vers le site d'un client chinois, etc. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, Baidu, en termes de gestion de backlinks, est moins avancé que Google. Sur Google, par exemple, je n'oserais pas faire ce genre de choses. C'est pas du tout recommandé. Mais sur Baidu, la volumétrie compte plus que la qualité. Donc, je m'adapte aussi en fonction des moteurs. D'accord. Tu viens de me dire, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu trouves tes requêtes, en fait? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec ta stratégie d'information? Alors, pour trouver le plus de liens, je vais vous donner quelques astuces. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, ce que vous pouvez faire, c'est faire tester un produit, faire tester un service et demander des avis derrière. Vous pouvez aussi créer des contenus intéressants parce que ce que j'aime bien, c'est aussi tout ce qui est inbound marketing. C'est-à-dire que vous allez créer des contenus de qualité pour justement donner envie aux personnes de repartager vos articles et de faire un lien vers vous. Après, bien sûr, n'hésitez pas à participer, à sponsoriser des événements, des salons, etc. Parce que c'est aussi des endroits où vous pouvez faire des rencontres, hein, constituer un réseau et également derrière obtenir des liens de qualité en plus. Donc après, j'allais dire tout ce qui est contenu, vidéo, pas forcément que des articles, hein, des vidéos, des photographies, des enregistrements vocaux, peut aussi constituer des contenus intéressants à faire repartager par les internautes pour obtenir plus de backlinks au final.
D'accord. Merci pour son information. Alors, j'ai une petite question sur LinkedIn. Je trouve pas les liens de mauvaise qualité et les liens toxiques. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup Ahrefs pour regarder tout ce qui est liens, d'où est-ce qu'ils proviennent, ceux que j'ai perdus, ceux que j'ai gagnés, etc. Mais j'utilise également une fonction des SEMrush qui s'appelle Backlink Audit Tool. J'utilise en anglais l'outil. C'est ça, c'est Backlink Audit. C'est ça. Et j'utilise en fait pour regarder les liens toxiques parce qu'il y a une fonction qui permet de voir tout ce qui est lien toxique par rapport au site et derrière, si j'en trouve, je vais désavouer les liens pour pas justement me faire pénaliser derrière par Google avec un pingouin ou autre algorithme. Donc voilà, ce sont vraiment Ahrefs et SEMrush. C'est les outils que je recommande pour regarder les liens et leur qualité. D'accord. Bon, on arrive au terme en fait de cette interview. Alors, je remettrai toutes les questions, etc. en description. Si vous avez des questions pour Véronique, bien sûr, il y aura les liens pour contacter Véronique, son email et les réseaux sociaux. Juste avant ça, Véronique, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Peut-être des conseils à donner à notre audience en général? À toi de me dire. Apparemment. C'est bon, Véronique, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. La connexion est un peu frisée encore. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter, mais si je dois résumer tout ce que j'ai dit, pour 2018, il faut penser mobile, wise search, vidéo marketing et tout ce qui est réseaux sociaux et netlinking. C'est hyper important et optimisation de contenu, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu les tendances, en tout cas pour moi, à suivre sur l'année prochaine. Donc voilà. Et vous pourrez également consulter le blog de Véronique où elle parle beaucoup de SEO en général, de Baidu, etc. Vous pourrez retrouver tous ces articles, bien sûr. Je mettrai également le lien de son blog en description. Véronique, je te remercie. Merci à vous pour cette interview. Excusez-moi encore, excusez-nous pardon pour les bruits de fond, etc. C'est vrai que ça n'était pas prévu au programme, mais on a essayé de faire au mieux. Donc, en tout cas, je remercie également l'audience d'être venue aussi nombreux aujourd'hui pour nous écouter, etc. Merci à toi, Véronique, d'avoir accepté l'invitation. De rien, merci à vous. À bientôt, en tout cas, et je vous souhaite une très bonne journée. Et bientôt, c'est l'heure de manger, je pense, non? Non, dans une petite demi-heure. Je vous souhaite un très bon appétit. D'accord. Super, merci à vous. Au revoir, au revoir. Au revoir.